Apprendre Python sur papier? Là, vous me faites pitié. Apprendre Python en calculant des trucs sur un écran noir, mais quel désespoir! Pour apprendre la programmation efficacement, il faut que ce soit marrant. Et la 3D, c'est marrant. Et Blender permet d'en faire pour pas un rond. Allez hop, commençons. Déjà, nous allons installer Blender. Ensuite, nous allons découvrir son interface, bouger la caméra, appliquer des transformations de base à un objet, créer une animation. Enfin, nous entrerons dans le vif du sujet en programmant un truc simple en Python. Car tous ces préparatifs sans rien faire de rigolo, ce serait comme de commander une pizza pour la foutre au frigo. Allez, au boulot. Bon, avant de commencer, nous allons avoir besoin de 2 fichiers. Alors le premier, c'est Blender lui-même, parce qu'on ne va pas faire de Blender sans Blender. On ne va pas faire de Blender sur papier. Voilà, blender.org, c'est le site de la fondation Blender. Je clique dessus et voici. Alors je sais que la version actuelle, c'est pas un chien, comme on voit là, c'est un poisson. Le logo associé à cette version. De toute façon, cliquez sur Download et vous allez trouver les liens de téléchargement. Download à nouveau. Vous êtes sur la page des donations ici. Vous pouvez aider la Fondation Blender puisqu'elle met ce programme qui est génial à votre disposition pour rien. Le téléchargement va se faire dès que j'aurai choisi mon dossier où je vais mettre le fichier dans Downloads. Enfin, pour vous, ça sera téléchargement si vous êtes dans Windows. Hop, je le sauvegarde. Il faut pas très longtemps, il fait quand même 300 mégas. Voilà, c'est fait. Deuxième chose, vous pouvez aller sur le site matmana.fr. Enfin, vous devez, parce que il n'est pas ailleurs ce fichier. Le fichier dont vous avez besoin. Page téléchargement. Le voilà. Bon, oui, alors, pour que les leçons soient le plus simple possible et que vous puissiez commencer directement à faire du Python, je prépare un fichier dans lequel il y a déjà une scène, des échantillons de code pour que ça aille vite. Et donc, vous le téléchargerez à chaque fois. Acte 0, il s'appelle, parce que c'est l'épisode 0. Alors, ça ressemble à une page boutique, mais elle est un peu particulière, puisque le prix suggéré est à 0 €. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez verser quelques euros. Si vous vous appelez Bernard Arnault ou Elon Musk, vous pouvez verser plein d'euros. Non, pas 5, plein d'euros, j'ai dit. Voilà. Merci Elon, merci Bernard. Si vous êtes comme moi, vous versez 0 € et vous cliquez sur le lien de téléchargement. Ensuite, vous confirmez en appuyant sur commander. Ça va pas être long, hein. Il met pas une semaine pour arriver. Il est là, normalement. Hop, le voici. Ça, c'est le lien de téléchargement. Je clique dessus. À nouveau, je le mets dans le dossier de téléchargement. Et hop. Et j'ai mes 2 fichiers. Bon, maintenant, on va installer Blender. Je suis sûr que vous savez déjà installer une application. Il suffit de cliquer 2 fois sur le fichier, blender.quelque chose. Moi, je ne vais pas installer parce que vous vous doutez que je l'ai déjà sur mon PC, donc j'annule. Voilà, une bonne chose de faite. Oui, alors que je finissais le premier tuto Blender de programmation, alors que je donnais quelques éléments pour se débrouiller dans Blender, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de raccourcis clavier. Je me suis mis à votre place. C'est casse-pied la première fois de retenir tout ça. Donc, dans téléchargement, vous trouverez une page que je viens de faire pour vous qui s'appelle Documents. Vous cliquez. Et là, vous avez un petit résumé des raccourcis clavier que je mettrai à jour au fur et à mesure des leçons. Je clique dessus, c'est un PDF qui va s'ouvrir. Bien sûr, vous pouvez le télécharger ou l'imprimer ou faire ce que vous voulez avec. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir, il va s'étoffer avec le temps. Bon, on peut passer à la suite. Et voilà, j'ai ouvert Blender. Nous voilà dans la fenêtre d'accueil de Blender. J'ai pas besoin de ce qui se passe dans celle-ci, donc je vais cliquer à gauche. Ce que nous avons là, c'est le viewport. Alors le viewport, c'est ce qui permet simplement de voir la scène. Pour l'instant, il n'y a qu'un cube dedans. Alors pour bien voir la scène, il faut pouvoir voir de différents angles, à différentes positions, et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Alors la première chose, c'est le zoom. Il faut pouvoir se rapprocher, s'éloigner des trucs, et vous le faites avec la roulette de la souris. Deuxième chose, les rotations. Alors pour faire tourner la caméra
comme ceci. Vous appuyez sur la roulette de la souris et vous déplacez la souris. Troisième petit mouvement très utile, vous faites la même chose mais en appuyant sur Maj. Donc majuscule, roulette de la souris et déplacement de la souris, ça vous permet de déplacer latéralement ou de haut en bas ou comme vous voulez la scène. Et là, vous ne tournez pas. J'ai envie de vous montrer un truc que j'utilise sans arrêt, mais il me faut plusieurs objets. Là, je n'ai qu'un objet, c'est mon cube, donc on va le dupliquer. Pour dupliquer un objet, on fait majuscule D. Et voilà, j'ai fabriqué un copain à mon cube. Alors, vous voyez, le nouveau cube, il est cerclé de orange. Il y a un entrefilet orange autour de lui. Ça veut dire que c'est lui qui est sélectionné. L'autre ne l'est plus. Si je reduplique, à nouveau Shift D, et vous voyez que c'est le cube sélectionné qui est dupliqué. C'est plus le premier. Bon, si je veux travailler avec celui-ci, et que j'ai envie de m'en rapprocher, eh bien, il suffit que j'appuie sur point. Hop, et je suis tout près de lui. Je peux tourner autour, faire tout ce que j'ai à faire. Quand j'ai fini, je peux aller vers un autre cube, clic gauche, point. Et voilà. Donc ça, c'est très utile. Ça vous permet de passer d'un objet à l'autre, et ça me sert vraiment sans arrêt quand je travaille. Bon, on va pas se contenter de regarder les objets, on va les transformer. Alors, on va, pour cela, ouvrir une petite fenêtre avec la touche N. C'est la fenêtre Transform. Alors vous voyez, dedans, il y a plein de chiffres qui sont répartis en 3 groupes. Le premier groupe, Location, ça veut dire simplement la position. Rotation, c'est la rotation, vous en doutez. Et Scale, c'est l'échelle. Pour chacun de ces groupes, vous avez 3 chiffres qui s'appellent X, Y et Z et qui correspondent aux axes qui sont ici. Alors, pour pas se tromper d'axe, vous avez ce petit logo qui est ici, avec lequel vous pouvez interagir. Oui, moi j'ai mis ma souris là, et avec le clic gauche, je peux déplacer les différents axes. En rouge, vous voyez que vous avez l'axe des X, en vert l'axe des Y, et en bleu l'axe des Z. Et vous allez me dire, mais tu te moques de nous, il n'y a pas d'axe des Z là. Non, je l'ai enlevé, mais vous pouvez le mettre en cliquant ici. C'est pas super utile, moi je le mets pas parce qu'en fait, quand vous en êtes au point où vous savez même plus où est le haut et le bas, c'est que vraiment ça va très mal. Mais en tout cas, ça m'arrive rarement, j'en ai pas trop besoin. Alors, si je m'occupe, tiens, de ce cube-là, je l'aime bien parce qu'il est pile au centre de l'intersection des axes. Donc je le sélectionne, vous voyez le liseré orange autour de lui. Si je veux modifier sa position, je peux par exemple mettre ma souris sur la valeur des X. Et pour changer cette valeur, je fais un clic gauche et je déplace ma souris de droite à gauche. Et effectivement, le cube se déplace suivant cet axe. Je vais le remettre à sa place. Pour ça, je vais annuler ce que je viens de faire. CTRL Z, comme dans beaucoup d'applications, ça annule la dernière opération. Vous vous en doutez, on peut faire la même chose avec les Y. Le cube se déplace suivant l'axe des Y. CTRL Z. Et avec l'axe des Z. Pour le remonter et le redescendre, CTRL Z pour annuler. La rotation, c'est un petit peu plus subtil. Je vais commencer par faire une rotation suivant l'axe des X. Alors en fait, il faut imaginer que cet axe-là, il perfore le cube et que le cube, il est finalement empalé dessus et qu'il est très contraint dans ses mouvements. Il fait plus ce qu'il veut, le cube. Il ne peut tourner que comme ceci, autour de l'axe. CTRL Z pour annuler. Évidemment, je peux faire la même chose avec le Y. Et évidemment, je peux faire la même chose suivant l'axe des Z. Et cette rotation-là, suivant l'axe des Z, c'est peut-être la plus utile d'entre toutes, parce qu'en fait, c'est celle qu'on fait toute la journée dans notre cuisine quand on tourne les chaises ou qu'on tourne les tables. Et en fait, c'est la rotation qui fait que l'objet reste collé au sol. Donc elle sert très souvent. CTRL Z pour le remettre à sa place. Bon, le dernier groupe. Alors, si je modifie le scale en X, l'échelle en X, je vais dilater l'objet suivant l'axe des X, et ça donne ceci. Je peux le contracter aussi, le rétrécir, et vous savez quoi? Je peux même aller encore plus loin dans l'autre sens et le retourner. Mais là, on voit pas, c'est pas intéressant. Alors, je vais légèrement modifier mon objet. Je vous dirai plus tard comment on fait. Je déplace ce point, hop. Mon objet, il est plus symétrique. Ce qui fait que si je change le scale
en X au point d'arriver dans les valeurs négatives, vous voyez que l'objet est carrément retourné. Alors ce genre de symétrie, ça sert quand même de temps en temps. CTRL Z pour le remettre comme avant. Je fais CTRL Z plusieurs fois, autant que j'ai fait de changement. Évidemment, je peux faire la même chose suivant l'axe des Y. Et évidemment, je peux faire la même chose suivant l'axe des Z. Bon, on va pas se contenter de transformer une seule fois les objets, on va animer ces transformations. Alors pour ça, j'ai besoin de vous parler de ce qu'il y a juste en dessous le viewport, c'est la timeline, la ligne du temps. Pour lancer le temps, pour lancer l'animation, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace. Et là, vous voyez qu'il se passe un truc carrément palpitant, la scène danse devant vous, tout sautille dans tous les sens. Ben non, évidemment, j'ai rien animé, donc il se passe rien. J'arrête mon animation. Si vous voulez revenir au début, vous faites majuscule, flèche à gauche, et voilà. Et maintenant, je vais faire des animations pour qu'on ait un truc à regarder quand même. Bon, alors, je vais animer le cube qui est sélectionné, celui-là. Vous avez compris que c'est mon chouchou parce qu'il est directement à l'origine, à l'intersection des axes. Ce que je vais faire, c'est que je vais signaler à Blender qu'à la première image de l'animation, donc à l'image 1, vous voyez qu'elle est ici, il y a un petit 1, eh bien le cube est à cet endroit. En fait, donc il faudra que la valeur location soit exactement égale à ces valeurs-là pour l'image numéro 1. Alors, image, je vais souvent dire frame, parce que tous les pratiquants disent frame. Donc, pour le frame numéro 1, je vais bloquer cette position. Pour ça, vous appuyez sur la touche I. Et vous voyez, les trois cases deviennent, alors je suis pas sûr de la couleur, ça serait jaune-marron, bref. Ce qui fait que Blender a bien mémorisé que ce cube était à cet endroit précis, au frame 1. Maintenant, pour que ça bouge, je vais aller au frame 120, par exemple, et là, je vais déplacer mon objet. Alors, je vais simplement changer quelques-unes de ces valeurs, un petit peu au pif. Pouf. Hop. Je vais le remonter plutôt. Voilà. Et pour mémoriser cette position, j'appuie à nouveau sur la touche I. Si maintenant, je retourne au début de ma scène, donc Shift, flèche à gauche, et que j'appuie sur la barre d'espace pour lancer l'animation, eh bien, mon cube se déplace d'une manière assez fluide d'ailleurs, il n'y a pas de rupture dans le mouvement. Ça, c'est joli. Je vais arrêter mon animation quand même. Tiens, ce que je vais faire, je vais même aller à la fin de l'animation. Pour ça, c'est majuscule, flèche à droite. Et je vais positionner mon cube autrement. Et là, je ne vais pas utiliser ça. Je vais vous montrer un raccourci clavier qu'on utilise sans arrêt. C'est le raccourci G, comme grab en anglais, ce qui veut dire saisir. Si vous appuyez sur G, vous voyez que mon cube devient blanc. Et avec la souris, vous pouvez le déplacer. Alors c'est un déplacement qui est un peu au pif, hein. Vous savez pas trop si c'est suivant l'axe des X ou des Y ou des Z, c'est sûrement un peu les trois à la fois. On verra comment faire ça un peu plus précisément plus tard. Bon, là pour l'instant, vous voyez que les trois cases sont non plus en jaune-marron, mais en marron-rouge. Ce qui veut dire que, en fait, un changement a été fait. Enfin, c'est Blender qui me dit, écoute mon pote, tu viens de faire un changement, mais là j'ai pas mémorisé, hein. Si tu changes de frame, j'aurais perdu ce changement. Donc si tu veux le mémoriser, il faut appuyer sur I. Alors je vais obéir à Blender, j'appuie sur I, pouf. Et maintenant le mouvement est mémorisé. Si je relance ma scène depuis le début, Shift, flèche à gauche, vous allez voir que mon cube va passer par les trois positions clés, d'une manière super fluide d'ailleurs. Et voilà, nous avons fait une animation. Alors ces positions clés, on les appelle des keyframes en anglais. C'est encore un mot que je vais utiliser très souvent, parce que c'est le mot que vous verrez dans beaucoup d'articles ou dans beaucoup de vidéos, et qu'en fait, on a intérêt à se familiariser avec l'anglais. Un Blender en français, c'est un peu une façon de nous isoler de toutes ces sources de connaissances, et je suis pas très favorable à ça. Bon, j'ai donc mes trois keyframes, mes trois étapes clés, et bien sûr, je pouvais changer d'autres choses que la position, je pouvais aussi changer la rotation, et l'échelle. Bon, on va le faire. Donc pour l'instant, on est au frame 1.
Je vais donc mémoriser à cet endroit l'état de la rotation, c'est-à-dire pas de rotation du tout, vous voyez, il y a des 0 degrés partout, l'objet n'est pas tourné dans aucun sens. Et les scales, je vais mémoriser aussi, vous voyez qu'il y a des 1 partout, ça veut dire que les dimensions de l'objet sont multipliées par 1, l'objet, et finalement, il n'est pas dilaté ni contracté. Hop. Et je vais aller maintenant changer tout ça au frame 120. Alors, il y a une façon d'y aller directement, parce que parfois c'est pas très facile de tomber pile dessus. Vous appuyez sur la flèche du haut et il vous envoie au prochain keyframe. Et là maintenant, je peux faire ce que je veux, je peux m'en donner à cœur joie. Voilà, je vais le tourner, je vais l'agrandir. Moi, je vais en faire un bâton, c'est marrant comme ça. Pouf. Et bien sûr, il faut mémoriser ces changements. J'appuie sur I. Alors, vous allez vous faire avoir des tas de fois comme moi. Même aujourd'hui, je me fais encore avoir. J'oublie de faire ça. J'oublie de mémoriser les changements. Je vais au keyframe suivant. Pouf, j'ai pas mémorisé. Et du coup, en fait, j'ai perdu les changements que j'ai faits. Alors, quand c'est juste un cube, c'est pas grave. Quand c'est un personnage que vous avez animé, que vous avez positionné une main pendant un quart d'heure, vous êtes vert. Donc, il ne faut pas oublier le I. Bon, là, à nouveau, je peux faire un peu de n'importe quoi. Je peux le retourner comme ça, le retourner comme ça. J'ai envie de le retourner comme ça, voilà. Pouf, on va le mettre verticalement. On va le descendre aussi un peu parce que là on le voit pas en entier. Il tape sur l'autre, ça c'est pas bien. Attendez, hop, voilà. Je voudrais pas qu'il se fasse mal, ces petits choux. Et je vais modifier le scale aussi, je vais agrandir encore le bâton. Parfait. Je mémorise tout ça avec I. Vous avez vu, hein, j'en ai oublié un là-haut. C'est pas bien. Allez, I, clac. Et si je regarde ma scène, et ben voilà, j'ai mon objet qui se dilate, qui se tourne, et d'une façon d'ailleurs super fluide. Pouf. Bon, et bien vous pouvez dire que vous avez fait votre première animation. Bon, c'est moi qui l'ai faite, d'accord. Mais vous allez la faire. Vous pouvez arrêter la vidéo et vous entraîner à faire ça. Et on va commencer juste après à faire du Python. C'est cool. Et nous y voilà, je viens d'ouvrir le fichier source que vous avez téléchargé sur le site tout à l'heure, qui s'appelle Acte 0 scène 1, et vous découvrez la scène que j'ai préparée, qui n'est pas très compliquée, qui contient juste 3 objets, le sol, puis de quoi éclairer tout ça, on en reparlera. Vous remarquez aussi que là, Blender est plus compliqué que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait juste une grande fenêtre. Alors sachez que Blender, c'est un peu comme un appartement, dans lequel vous pouvez rajouter des cloisons, les déplacer aussi très facilement. Ça permet de rendre le tout particulièrement modulable en fonction de vos besoins qui vont changer d'un travail à l'autre. Apprenez aussi, et ça c'est très cool, que pour construire une cloison dans Blender, c'est pas aussi compliqué que dans un appartement. Il suffit d'aller dans un coin de la pièce comme je le fais là, de faire un clic gauche, enfin vous maintenez le clic appuyé, et en remontant, je crée une autre pièce en fait, je crée une autre fenêtre. Ce qui est très pratique pour avoir des vues complémentaires. Quand on travaille souvent pour bien placer les objets, on a intérêt à avoir plusieurs vues. Et c'est le bon moment pour vous montrer comment on fait pour avoir les vues les plus utiles, les vues qui sont exactement en face des axes. Par exemple, cette vue-là, j'aimerais bien qu'elle soit exactement en face de Y. Je pourrais essayer de le faire à la main, mais c'est jamais très facile. Et ben non, il y a un raccourci clavier qui fait ça, c'est 1. Et voilà, je suis parfaitement en face. Celle-ci, je voudrais être en face de X, je fais donc 3. Et je suis bien embêté parce que il y a l'autre objet devant, moi ce que je voulais voir c'est celui-ci. Donc, je peux avoir la vue de l'autre côté, c'est CTRL 3. À chaque fois que vous appuyez sur CTRL avant de choisir le numéro de vue, ça change de sens. Bon, mais en fait non, c'est pas cette vue-là que j'aimerais avoir. Je voudrais avoir une vue de dessus qui est beaucoup plus pratique, et donc je vais faire 7 pour avoir la vue de dessus. Si je voulais dessous, il suffirait que je fasse CTRL 7. Mais on voit rien parce que c'est sous le sol, donc je vais faire 7. Voilà. Bon. Il serait bon que je vous explique aussi ce que c'est que ce truc-là, qui est sûrement pas très clair au début, mais bon, c'est très amusant de jouer avec. Donc je vais vous dire rapidement à quoi ça sert. Ça vous permettra de vous détendre entre 2 séances de Python quand vous serez fatigué. Mais en fait, c'est ce qui permet de faire les matériaux des objets, de changer leur couleur, leur aspect, et c'est donc très important au point de vue esthétique. Malheureusement, là, nous sommes dans un type de vue qui ne montre pas la vraie couleur des objets. Le type de vue dont on dispose dans Blender, dans le viewport, en fait, sont symbolisés par les icônes qui sont là. Là, pour l'instant, je suis dans celle-ci.
qui s'appelle le mode solide. Solid mode, c'est ce que vous voyez en bas, là, dans la petite fenêtre qui est apparue. Et le solid mode, bon, il est très pratique parce qu'il est rapide à afficher, donc quand on fait des animations, ça évite d'avoir des images saccadées, c'est pas mal pour ça. Un autre qui est encore plus simple, qui est la vue en fil de fer, et qui transforme en fait les arêtes de tous les objets simplement en des lignes, il est très pratique aussi parce qu'il permet de voir à travers les objets. Dans beaucoup de cas, quand la géométrie est compliquée ou quand... c'est utile, c'est très souvent utile. Bon, mais en tout cas, moi ce que j'aimerais avoir, c'est les vraies couleurs. C'est cette icône-là qui vous donne le mode render. Render qui veut dire en anglais le rendu, qui vous donne le rendu final de l'image. Et là, pourquoi c'est pourri? Ah oui, parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais ma scène, elle est à l'intérieur d'une caisse. Et donc, si je sors de la caisse, je ne vois plus mes objets. Donc, si vous dézoomez trop, vous allez vous retrouver hors de la caisse, de la grande caisse. Enfin, je devrais plutôt appeler ça la pièce. On va supposer qu'on est dans une pièce. Bon, on va pouvoir commencer à faire un peu de Python. Il faudra aller à l'endroit où on fait du Python, parce qu'en fait, dans Blender, il y a plusieurs endroits qui sont symbolisés par ces onglets qui représentent différentes activités, qui pourraient même représenter des métiers, parce que Blender, c'est tellement complet et complexe qu'il y aurait plusieurs boulots faisables dedans. Layout, c'est le boulot de généraliste, on peut faire un petit peu tout dedans, donc on est très souvent dans cette fenêtre. Modeling, c'est ce qui permet de changer la forme des objets. Ah, je ne suis pas sur le bon. Attendez, je vais appuyer sur point pour aller sur l'objet qui est sélectionné. Objet d'ailleurs que j'ai baptisé Bébert, vous le voyez dans cette fenêtre-là qui liste tous les objets présents. Donc je vous présente Bébert. Une autre fenêtre qui pourrait être utile de temps en temps, Sculpting, à nouveau point, puisque je ne suis pas sur Bébert. Le sculpting, ça permet de sculpter des objets complexes, comme par exemple les visages ou des animaux, des trucs. Alors c'est quasiment un boulot, ça. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Bon, il y en a d'autres. Il y a animation qui est utile quand on anime. On l'a fait la dernière fois, quand on anime à la main, quand on anime des personnages, c'est très utile. Et l'onglet qui va nous concerner beaucoup, c'est scripting, puisqu'on va faire du Python, on va faire du script. Et voilà, donc nous sommes prêts à commencer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer cet objet qui s'appelle Bébert, ici, qui est sur un espèce de coussin, et je voudrais qu'il aille dans cet objet-là, en forme de caisse. Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était sûrement un scénario assez félin, que ça pourrait être un chat qui part de son coussin, et qui va dans sa caisse, qui arrive périodiquement chez les chats, comme vous le savez. Donc mon chat s'appelle Bébert. Bon, je me suis aperçu que le coussin, vous l'avez dans la liste, là, je l'ai appelé Cube 002, ce qui n'est pas du tout évocateur pour un coussin. Vous ne vendrez jamais un coussin si vous l'appelez Cube 002. Je vais donc changer le nom de cet objet en double-cliquant, et je remplace ce nom abstrait par coussin. C'est quand même plus mignon d'appeler un coussin coussin. La caisse du chat, on va l'appeler la caisse, je double-clique, caisse. C'est parfait, bon, c'est beaucoup plus clair. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer le plus important, mon programme en Python. Donc, je vais agir sur Bébert et je vais créer une animation de cette position-là jusque cette position-là dans la caisse. Alors, il faut savoir que dans Python, on n'a pas accès direct aux objets. En gros, il faut présenter les objets à Python. Ce qu'on va faire. Alors, le code qui permet de faire ça, comme le code qui permet de faire à peu près tout, a souvent un aspect un peu abstrait, un peu effrayant pour les débutants. C'est des trucs comme ça, avec des tas de points, des tas d'objets. Donc j'ai fait un petit effort pédagogique pour simplifier ça. Et j'ai créé plusieurs fonctions, je vous dirai après en détail ce que c'est que des fonctions, qui permettent de simplifier cette syntaxe, qui est carrément flippante au début. Et à un autre endroit, en fait, dans un autre fichier texte, je vous ai mis une liste des fonctions les plus courantes qu'on va utiliser. Donc je clique ici, c'est dans le deuxième qui s'appelle la boîte à outils, et là vous avez les fonctions qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous avez un autre fichier texte qui contient la définition de ces fonctions-là, donc avec du code qui est un petit peu abstrait, un petit peu effrayant. Et donc, pour vous éviter ça, j'ai créé la boîte à outils. Donc je voudrais
attraper le chat et le présenter à Python. Vous avez justement ici un truc qui permet de faire ça. Choper un objet, donc on va choper le chat. Hop, je fais un copier, comme je vais le faire très souvent. Et je ramène ce bout de code à l'intérieur du fichier numéro 1, qui s'appelle donc mon code à moi. C'est votre code à vous, c'est là qu'on va bosser. Voilà. Donc cette petite ligne là de code, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attrape un objet qui s'appelle cube, et elle le place dans une variable qui s'appelle mon cube. Alors évidemment, ça ne correspond pas à notre situation. Nous, notre objet, il s'appelle pas cube, il s'appelle Bébert. Donc je vais changer ça. Je vais mettre le nom de Bébert qui est ici, avec un B majuscule, Bébert, c'est parfait. Je vais pas laisser cette variable, parce que ça, c'est une variable dans laquelle on peut mettre des objets. En gros, je vais pas lui garder ce nom-là, mon cube, qui n'est pas du tout évocateur. Je vais simplement l'appeler mon Bébert. Et donc, tout ce que je voudrais faire à Bébert, je le ferai à cette variable, qui me permettra donc d'accéder indirectement à l'objet Blender. Donc, vous l'avez compris, on va faire un déplacement qui part de là jusque là. On va donc créer 2 keyframes, 2 positions clés, une qui va être en 1 et une qui va être en 250, puisque dans mon fichier, là, j'ai 250 images. Alors, on ne la voit pas. Ce que je vais faire, je vais dézoomer avec la roulette de la souris, et je vois mon 1. Ça, c'est un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que Blender, c'est un programme contextuel dans vos actions. C'est-à-dire que si vous faites un zoom ici et que la souris est ici, vous obtenez votre zoom dans cette fenêtre. Vous changez de fenêtre, vous avez un zoom dans une autre fenêtre. Alors ici, ça ne fait pas la même chose, ça fait monter et descendre le texte. Donc, à chaque fois que vous faites une action de ce type-là, il faut bien faire attention à l'endroit où vous mettez votre souris, sinon vous allez avoir des surprises. Bon, donc j'aimerais créer un keyframe ici et un autre en 250. Alors, avec quel code on fait ça? Je vais dans ma boîte à outils et vous allez voir que j'ai prévu un truc, c'est donc le deuxième fichier et la fonction qui permet de faire un keyframe de position se trouve exactement ici. Là, vous avez plusieurs fonctions pour faire des keyframes de location, de position, de rotation et d'échelle. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est bouger Bébert. On va donc s'intéresser à sa position. Je prends donc ce bout de code. Copier, CTRL-C, et je retourne dans mon code à moi. Et je le place ici. Non, tiens, là. Voilà. Donc j'ai un bout de code, mais qui ne correspond pas à ma situation. Il faut donc le corriger. Par exemple, le time, c'est le temps. Ce qui symbolise le temps, c'est le numéro du frame. Ça ne colle pas. Moi, je vais faire un keyframe en 1. Dans l'image numéro 1. Donc je mets un 1 ici. Le keyframe, il ne va pas s'exercer sur un objet qui s'appelle mon cube, mais sur mon Bébert, puisque c'est de mon Bébert dont on parle. Donc, je remplace ici en faisant CTRL-C, CTRL-V, en mettant mon Bébert. Et ce que j'ai ici, c'est la position du Bébert qui va correspondre à ce keyframe. Ce sera la position de Bébert, donc au frame numéro 1. Mais je l'ai pas là, la position de Bébert. Où donc est-il le Bébert? Pour connaître les coordonnées de Bébert, j'appuie sur N et j'ai ma fenêtre. Et je vois donc ici dans Location les coordonnées de Bébert. Je m'aperçois qu'en X, il est à 20. Il est bien loin ce chat. Pourquoi il est aussi loin? Je l'ai mis loin comme ça, je l'ai banni le pauvre. En Y, 2. Rassurez-vous, il va revenir. Et en hauteur, il est à 7,6. Vous allez me dire, c'est haut, mais les chats n'ont pas le vertige. Ils peuvent monter dans les arbres. Bref, là, j'ai donc de quoi fabriquer mon premier keyframe. Et vous savez quoi? On va regarder si ça marche. Pour lancer ce petit bout de programme très simple, il faut aller cliquer la petite flèche qui est là-haut et qui run script, donc qui exécute le programme. Hop! Et là, je vois que j'ai la couleur caractéristique des keyframes, cette espèce de jaune panette, ce vert cacadois, pas du tout sexy. Je pense qu'on peut le changer d'ailleurs dans les options. Je vais peut-être vous mettre la prochaine fois un truc plus joli. Et donc, ici, je vois mon keyframe qui a été créé. Bon, il me faut le deuxième maintenant. Il faut créer un keyframe pour Bébert en 250. Je vais donc faire, vous l'avez compris, un copier-coller. Je ne vais pas arrêter de copier-coller. En fait, on n'a pas intérêt au début à apprendre par cœur le code. L'important, c'est de comprendre ce qu'on fait, donc il ne faut pas avoir honte de faire des copier-coller. Puis je vous dirais même que, même au sommet de ma gloire, quand j'en faisais vraiment beaucoup de la programmation, je copiais-collais sans arrêt. Donc,
250 ici. Et pourquoi 250 ? Eh bien parce que je veux créer un keyframe pour le frame 250, à la fin de mon action. C'est toujours Bébert qui va bouger, donc ça c'est bon. En revanche, les coordonnées ne vont pas. Ce que je veux, c'est aller dans la caisse à Bébert. Et pour ça, il me faut les coordonnées de la caisse à Bébert. Je clique donc sur la caisse, et voilà les coordonnées. Elle est en 00 pour x et y, donc elle est à l'origine, horizontalement du moins. Et pour ce qui est de la hauteur de la caisse, elle est à 2 mètres. Donc je mets un 2 à la place, j'ai bien mes 2 bons coordonnées, c'est parfait, et je lance mon programme. Et là, que se passe-t-il ? Je ne vois pas les 2 keyframes. Alors parfois, il faut réactualiser le viewport. Pour ça, il suffit de changer de frames. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour vous déplacer dans les frames, vous pouvez faire flèche droite, flèche gauche. Ah, et en fait, là, ça change. Ça a actualisé. Je peux donc lancer mon film, et pour ça, j'appuie sur la barre d'espace. Et effectivement, Bébert va dans sa caisse. Il est bien dressé, ce chat. Bon, bah c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Oui et non, regardez. Je me mets à la fin, donc majuscule, flèche droite. Il y a un truc qui colle pas. Donc je vais faire un zoom sur la scène qui est là, sur les 2 objets, en faisant point. Je me recule un petit peu avec la roulette de la souris. Et je m'aperçois que Bébert est carrément plus gros que sa caisse. Il est énorme. Je clique dessus. Comment ça se fait qu'il est gros comme ça, ce chat ? C'est-il qu'il a abusé des croquettes ? Bah oui, regardez le scale qui est ici. Donc l'échelle, c'est 3. En fait, il est 3 fois plus gros que sa taille originelle. Ça pose quand même problème. Méfiez-vous, hein, pour la santé des chats, faut pas trop leur donner à manger. Et donc, il va falloir corriger ça pour qu'il rentre dans sa caisse. Et je vais vous dire comment on va corriger. Bah, il va suffire de mettre un scale à 1 partout, là, et ça ira très bien. Je fais une vue de dessus, pour voir mieux la situation. Je m'aperçois qu'il est tourné, là. Et comment est placée la caisse ? Je la vois plus. Bah, je vais la sélectionner ici, caisse. Et vous voyez que la caisse, elle, est pas tournée. Pour que le chat soit bien positionné dans sa caisse, il faut que il n'ait pas d'angle de rotation. Je vous le dis comme ça, hein, parce que je le sais, parce que j'ai testé. Et je m'aperçois en fait ici que dans rotation, il y a un 2. Et c'est pour ça que le chat, il est en travers et qu'il faut corriger ça. Pour ça, donc, il faut que je fasse des keyframes, non seulement en position comme ceci, mais aussi en rotation et en scale. Ben, c'est pas grave, on va le faire. Et pour ça, on a des outils. Je retourne là-haut dans ma boîte à outils, et j'ai mes 2 autres fonctions qui permettent de faire des keyframes en rotation et en scale. Je fais un copier, CTRL-C, ça vous allez l'entendre, vous allez en rêver la nuit, les CTRL-C, si vous regardez mes vidéos. Et vous allez rêver aussi les CTRL-V. Hop, voilà. Bon, je vais faire un peu le ménage, parce que je vais faire des keyframes pour le frame 1 et pour le frame 250. Alors, on pourrait les entasser comme ça. À la fin, on aurait quand même nos keyframes, mais ça sera un peu bordélique, pour dire le mot. Donc, je vais un petit peu baliser ça. Je vais faire ce qu'on appelle un commentaire. Je vais ajouter ce qu'on appelle un commentaire. Pour ça, je mets un dièse. Maintenant, je peux écrire absolument ce que je veux, et le programme n'en tient pas compte. Il ne va pas considérer ça comme des fonctions. En gros, c'est décoratif. Donc, frame 1 ici. Je vais mettre un frame 250, un petit peu d'espace. Voilà, donc je vais placer mes keyframes correspondants exactement là et là, comme ça je saurai lesquels sont à 1 et lesquels sont à 250. Je place mes 2 keyframes ici, mes 2 autres keyframes ici, j'enlève ces fonctions qui ne servent plus à rien, et maintenant je corrige. Parce que ces 2 lignes-là, elles viennent de la boîte à outils. C'est pas le bon code, il faut que je change certains trucs, vous l'avez vu. Bon, déjà, le temps, time, au lieu de mettre time, je vais mettre 1, puisque ici, c'est le bloc qui correspond au frame 1. Et là, je vais corriger, je vais mettre 250, je fais encore un copier, coller, coller. Voilà. Je sais pas si c'est une maladie, ça. Je demande à mon psychiatre. Est-ce que c'est normal de faire des copier-coller sans arrêt ? À nouveau copier, coller, coller. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je vous rassure, je n'ai pas de psychiatre. Hein. C'est juste une blague, c'est pour rire. Hop, vous pouvez rester. Donc voilà, j'ai mon bébert partout, j'ai le bon time. En revanche, là pour les coordonnées, j'ai n'importe quoi, hein. J'ai ce qui sort de ma boîte à outils, donc il faut corriger. Alors,
Pour le frame 1, je voudrais garder la position initiale de Bébert. Je retourne donc au frame 1, je fais un majuscule gauche, j'appuie sur point pour voir Bébert, parce que j'aime bien le voir, et donc là, j'ai les coordonnées, plus précisément les coordonnées de la rotation et les coordonnées du scale. Il suffit donc que je les recopie. Donc rotation c'est 0,02, c'est pas dur. Je mets 0, 0, 2, j'ai la bonne rotation, et là pour le scale, j'ai un 3. 3, 3, 3. Je vous ai dit à la fin, il faut que mon Bébert il ait retrouvé sa ligne, donc son poids initial. Donc pour le scale, je vais le mettre en 1, 1, 1. Donc une fois sa taille normale, aussi bien pour l'axe X, Y et Z. Alors qu'avant, il avait 3 fois en X, 3 fois en Y, 3 fois en Z. Il était 3 fois plus large, 3 fois trop haut, enfin bref. Alors, maintenant, je m'occupe de la rotation. Je vous ai dit qu'à la fin, je voulais pas de rotation du tout, donc je veux 0, en fait, en rotation. Pas de rotation en X, pas de rotation en Y, pas de rotation en Z. Et là, j'ai bien la rotation que j'ai recopiée, donc a priori, c'est bon. Je peux lancer mon programme, et je vais avoir donc des keyframes, à la fois pour les positions, pour les rotations et pour les scales. Alors, je lance en appuyant sur un petit triangle là-haut, paf. Bon, là, c'est normal que ça déconne encore, parce que c'est pas actualisé. Je vous conseille de faire un coup de flèche à droite, un coup de flèche à gauche, et voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Je peux lancer mon film. Allez, hop. Et mon Bébert tourne, et il a l'air de se diriger vers sa caisse. Il est bien dressé, ce chat. Parfait, donc je me rappelle... Ah oui, attendez. Hop, j'arrête le film, je me mets à la fin, donc maj droit, et point pour voir précisément si le chat est bien dans sa caisse. Je fais 7. Ah bah c'est parfait. Il a la bonne taille, il tient dedans, il peut faire ses besoins paisiblement. On est très content. Voilà, hop. Bon. Je vais quand même regarder d'un peu plus près ce film. Je retourne au début. Voilà, un nouveau point pour voir Bébert. Je fais une petite rotation de caméra. Et je vais avancer lentement. Alors c'est simple, hein. Vous mettez la souris ici, et avec un clic gauche, vous maintenez le bouton appuyé et vous vous déplacez légèrement. Vous pouvez avancer la scène. Et là, je vois qu'il y a un truc quand même étrange. C'est que Bébert, il passe à travers son coussin. Ah, je vous assure que les chats, dans la vie, ils font pas ça. Hein. Ils sont pas capables. Heureusement, ils font pas les passe-murailles avec le canapé, avec les coussins. Ils sont déjà assez incontrôlables comme ça. Bon, bref, donc là, il y a un truc qui colle pas. Et si vous regardez la fin, je fais Shift droit, flèche droite, un nouveau point pour voir la scène, et vous allez voir que l'atterrissage de Bébert colle pas complètement. Il y a même un truc qui colle pas, c'est qu'il est en dessous de sa caisse, il passe à travers. Ça va pas. Il y a vraiment des trucs à corriger. Et regardez l'atterrissage. Il passe, lui aussi, là, il passe une fois de plus à travers sa caisse. Ce qui est tout à fait inadmissible. Donc, il y a des trucs à corriger. Comment on peut corriger tout ça? Bon, déjà, il y a un truc que je vais corriger, c'est la position finale. Il est tout à fait inadmissible que Bébert passe à travers sa caisse. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il ferait ses besoins à travers ça. Non, c'est inadmissible. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je le mette un tout petit peu plus haut. Et comment trouver la position idéale? Je vais vous dire comment on va faire. On va regarder ces deux objets et uniquement ces deux objets. Je vais donc sélectionner aussi la caisse. Pour sélectionner un deuxième objet, vous faites majuscule, clic gauche, et là j'ai mes deux objets sélectionnés. Et là, je ne veux voir que ces deux objets. Je veux les isoler. Et pour ça, vous ne cliquez pas, vous appuyez sur le bouton diviser. Et là, je n'ai plus que ces deux objets. Comme je veux bien voir, je vais virer cette fenêtre, j'appuie sur N. Et là, j'aimerais voir à travers. Eh bien, c'est peut-être le moment de se mettre en mode wireframe. Je me mets en mode wireframe. C'est pas super net, là. Vous savez quoi? Je vais me mettre en mode aligné sur les axes, par exemple, aligné suivant l'axe des Y. Et là, je vois bien la situation. En fait, le fond de la caisse à Bébert, je clique sur Bébert, le fond de la caisse à Bébert, c'est cette ligne qui est ici. Regardez, je vais plutôt cliquer sur la caisse, c'est cette ligne qui est ici. Donc il faudrait que Bébert soit posé dessus. Bon. Alors, pour ça, il faudrait que je vois exactement la hauteur adéquate.
Je vais réappuyer sur N et je vais simplement augmenter la valeur du Z. Ah non, ça c'est la rotation. Je me trompe de niveau. Voilà, j'augmente la valeur du Z, hop, pour que le chat soit bien posé sur la caisse. Et ça correspond à une hauteur de 3,15. Et là, vous devinez ce que je fais? Vous devinez? Je fais un copier-coller. Allez, hop, copier, c'est parfait. Bon, alors maintenant, peu importe, hein, je peux même jouer ma scène. Pourquoi il ne veut pas jouer la scène? Ah, voilà, barre espace, je perds ce qui se passe, c'est pas important, j'ai retenu la hauteur, c'est 3,15, je l'ai copié. J'appuie à nouveau sur slash pour récupérer mes autres objets, je me mets à nouveau en mode solide pour voir ce qui se passe, et je vais pouvoir corriger mon keyframe ici. Alors ça correspondait donc à la hauteur, à la fin, donc sur le frame 250, de BBR, qui n'est pas de 2 mètres, mais qui est 3,15 mètres. Je fais un coller, j'enlève le M, parce que ça, c'est pas clair pour Python. Et là, du coup, c'est bon. Je vais corriger quoi? Non, c'est bon. Donc là, j'ai plus qu'à lancer le programme, si je veux vérifier que c'est bon. À nouveau la flèche, je fais un coup à droite, un coup à gauche pour actualiser, point, et là, effectivement, on s'aperçoit que le chat est bien dans sa caisse et qu'il passe pas à travers. C'est bien, ça c'est corrigé. Bon, et là vous savez quoi, je vais vous proposer un exercice que je vais corriger après, hein, mais je vous propose de corriger les deux problèmes qu'on avait avant, le fait que Bébert passe à travers son coussin et à travers sa caisse. Je vous l'ai dit, c'est pas admissible, il y a des raisons physiques qui empêchent les objets de s'interpénétrer, donc on va pas permettre ça. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter 2 keyframes. Un petit peu après, mettons en 30, donc juste après qu'il ait quitté son coussin, et un autre juste avant qu'il atterrisse dans sa caisse. Et donc en fait, il suffirait simplement que le chat parte verticalement, en fait, qu'il s'élève d'abord, enfin c'est comme le chat, ça saute en l'air, pour éviter donc qu'il rentre dans le coussin. Donc en 30, vous allez me rajouter ce keyframe qui va être en hauteur, et on va faire la même chose juste avant 250, par exemple ici, en 223 où vous voulez. L'important c'est que ça soit un petit peu avant. Je mets point pour voir où il est. Pour pas qu'il soit là, mais pour qu'il soit vraiment au-dessus de la caisse. Et je vous laisse donc faire ça. Alors en fait, pour vous donner un petit indice, il suffira simplement de rajouter un keyframe mettons en 30, et un autre en, je sais pas, en 220. Je vous laisse faire ça, vous pouvez appuyer sur la barre espace, et je vous montre ma correction juste après. Et voilà, c'est fait, j'ai rajouté mes keyframes. Je vous donne quelques explications quand même. Donc j'ai rajouté des keyframes à 30, donc ici, et d'autres 220 juste avant l'atterrissage. Alors, en fait, ça a été très simple. Il m'a suffi de faire un copier de ceci et de le coller là, et de le modifier légèrement. Alors, qu'est-ce que j'ai modifié? C'est plus un keyframes en 1, donc j'ai mis en 30 pour le temps. Et la seule différence qu'il y a en ce qui concerne les coordonnées, c'est juste que le chat va partir un peu plus haut. Il sera plus à 7,60 m, il sera à 9 mètres. Donc, vous le voyez, entre 0 et 30, simplement, le chat s'élève. J'arrive même à dire maintenant que c'est un chat. Je me suis convaincu moi-même que c'était un chat. C'était pas prévu au début, hein. C'était juste un délire pendant l'enregistrement. Bref, et là c'est un peu la même chose. Ça c'est la position finale, j'en ai fait un copier-coller. Et quelle est la seule différence? C'est le temps, on n'est plus en 250, ça sera en 220, ça sera juste avant l'atterrissage. Et de même, la hauteur, au lieu d'avoir un 3,15 m, on a 5 mètres. Je vais au début de la scène, et si je lance ma scène, et vous allez voir, le chat s'élève, il fait son voyage, il change d'échelle pour revenir à une échelle de 1, et il corrige sa rotation pour revenir à une rotation nulle. Et c'est parfait. Voilà, il est bien dans sa caisse. Bon, je peux pas vous laisser partir comme ça, il faut absolument que vous voyez le résultat de notre travail, donc je vais dans Layout, et c'est là
qu'on va pouvoir demander à Blender de calculer les images qui résultent de ce fichier, donc le film qu'on a produit finalement. Alors, ce que vous voyez là, ici, dans ce viewport, c'est l'image du viewport. Ce n'est pas l'image de la caméra. Et l'image de la caméra est importante parce que c'est elle qu'on va retrouver à la fin quand on aura fait notre rendu. Bah déjà, elle est où la caméra? Elle n'est pas visible ici. Elle est là dans la liste. Je vois caméra. J'appuie sur point. Et voilà, elle est là la caméra. Bon, et comment faire pour voir ce que la caméra voit? Eh bien, il faut appuyer sur 0. Et voilà le résultat. Voilà l'image qu'on va produire. Mais ça, c'est qu'une des images parmi les 250. Je voudrais les voir toutes. Donc, majuscule, flèche à gauche, et je lance mon petit film. Et je vois qu'il y a un problème. Bébert sort du champ. Ça va pas du tout. À la fin, non, c'est bon, il est dans le champ. Il y a juste un passage où Bébert sort du champ. Alors les points que vous voyez là, ce sont les keyframes qui ont permis d'animer la caméra. Et donc visiblement il y a un problème avec ce keyframe, celui qui est en 78. Je vais vous donner d'ailleurs un petit raccourci clavier qui est très précieux. Pour naviguer d'un keyframe à l'autre, il suffit de faire flèche vers le haut et flèche vers le bas. Comme ça vous êtes pile dessus. Voilà, 78, c'est notre keyframe qui pose problème. Ben, la caméra elle est trop basse, il faudrait la remonter. Pour la remonter, je vais appuyer sur N pour voir les coordonnées de la caméra. Là, je vois tiens que je ne suis pas sur le bon onglet. Il ne faut pas être dans View, il faut être dans Item. Comme ça, vous avez les coordonnées de l'objet qui nous intéresse. Donc la caméra, elle est à 16 mètres. On va remonter un tout petit peu. Voilà. J'ai plus qu'à garder ça en mémoire, en faire un keyframe. J'appuie sur I. Et c'est bon. Je retourne au début de l'image. Majuscule, flèche à gauche. Et j'ai l'impression que mon film est bon. Enfin bon, je dirais pas ça, mais au moins le chat imaginaire est dans le champ. Bon, alors maintenant pour faire des images à partir de tout ça, il faut dire à Blender où les mettre. C'est dans cet onglet-là qui s'appelle Output. Vous avez un chemin à préciser pour que les images soient dans le bon dossier. Ça, c'est important, évidemment. Il y a d'autres paramètres dont je ne vais pas vous parler tout de suite parce qu'ils sont réglés dans le fichier à peu près correctement. Alors, vous pouvez faire un test de rendu. Ça, c'est F12 pour voir ce que ça donne. Vous voyez le temps que ça donne. Temps qui va dépendre énormément de votre machine. Si vous avez un PC des années 80, ça va prendre quelques semaines. Mon PC qui est doté, lui le pauvre, que de cartes assez anciennes finalement, bah lui il va mettre 30 secondes. Je pense qu'avec les cartes les plus récentes, et celles qui sont assez chères, on va dire, c'est le mot, vous pouvez diviser par 2 le temps. Voilà, donc là on a 30 secondes de rendu. Je vous laisse faire le calcul. Nous avons 250 images, fois 30 secondes, ça fait quand même un petit peu de temps. Ça fait 125 minutes, ça fait un petit peu plus de 2 heures. Alors bon, pour lancer le rendu, si vous voulez vraiment le faire, pour voir sur votre PC ce que ça donne, vous faites non pas F12, mais CTRL F12, et en fait, Blender va produire les images les unes après les autres et les mettre dans le dossier que vous avez spécifié ici. Mais c'est inutile de le faire, parce que je vais le faire pour vous. Et je vais mettre maintenant le résultat et ça va conclure ce premier tuto, ce tuto historique, enfin au moins pour moi, parce que c'est mon premier tuto Blender Python. Et je vous dis donc au prochain, qui à mon avis va mettre moins de temps à être produit, parce que c'est toujours le premier qui est dur. Allez, ciao, à bientôt. Hop, attendez, j'oubliais. Je publierai régulièrement des petites vidéos de making-of sur mon compte X, ainsi que des news sur la production. Ah non, en fait, non, excusez, je crois que je le sens pas du tout, le compte X, là. On est le 6 novembre 2024, là, non, désolé, Elon. Donc, je vais plutôt filer sur Mastodon, et donc c'est là que j'annoncerai mes prochaines vidéos. Et pour être prévenu de leur sortie, vous pouvez aussi adhérer à ma newsletter. Elle vous permettra aussi d'en apprendre plus sur l'avancement de mes différents projets pédagogiques. Quant au prochain tuto, il vous montrera comment boucles et fonctions permettent d'animer une tripotée d'objets. À bientôt.